pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazedehors et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience. Bonjour et bienvenue dans Un temps pour soi, l'émission 100% développement personnel qui fait bouger les consciences. Je suis Ambre Cazedehors, praticienne psychocorporelle. Un samedi sur deux, nous mettons à l'honneur des personnalités inspirantes et passionnées pour partager leurs pratiques et astuces bien-être. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Cornélia Gauthier, médecin, autrice du livre « Sommes-nous tous des abusés ?» ou encore « Comment les synchronicités ont changé ma vie ?» et son nouveau livre « Décodons l'origine de nos maladies pour mieux guérir » aux éditions Trédaniel. Bonjour Cornélia, merci d'être avec nous. Bonjour, Ambre, avec plaisir. Moi, je suis ravie de t'avoir. C'est la deuxième fois, même troisième fois que j'étais à l'antenne. Ouais. Et puis, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à nos éditeurs de Radio Asso pour nous raconter un peu ce qui t'a amené à écrire ce nouveau livre? Ah, d'accord. Bon, alors, très rapidement, mon parcours professionnel. Donc moi je suis médecin au départ, généraliste. Ensuite il faut savoir que c'est une spécialité, donc on a 11 ans de formation derrière nous quand on ouvre son cabinet. Ouais. Et puis donc j'ai pratiqué à la sortie de l'université les méthodes qu'on m'avait apprises et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait ça marchait pas du tout. C'est-à-dire que je passais mon temps à déplacer les symptômes. D'accord. À l'université ou dans les hôpitaux, on s'en rend pas tellement compte parce qu'on a les gens ponctuellement pendant 2 jours ou 3 semaines. Bien sûr. Mais dans un cabinet où on les suit, on voit bien que chaque fois qu'on donne un médicament anti quelque chose, 3 semaines après ou un mois après, le patient il revient avec d'autres symptômes. Et après 2 ans, je me suis dit, mais en fait, ça marche pas du tout, ce truc-là. Et il y a eu un concours de synchronicité ou synchronisation. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas du tout les termes. C'est maintenant que je me le dis, que c'est tout arrivé en même temps. Que a commencé une nouvelle formation, donc une nouvelle spécialisation qui s'appelle donc la médecine psychosomatique. Et où je me suis dit, mais oui, parce que moi, pendant ces 2 ans, d'errance, si tu veux, thérapeutique, je parlais beaucoup avec mes patients et j'ai commencé à comprendre qu'ils avaient tous de gigantesques problèmes émotionnels et puis qu'en fait, ils avaient des symptômes physiques, mais qu'ils n'arrivaient pas à faire le lien, puis moi non plus, parce que je connaissais pas ça, on ne nous l'avait pas enseigné. Et donc, quand la médecine psychosomatique a commencé, je me suis tout de suite inscrite. C'était la première année où cette formation avait lieu. Et pour obtenir ce diplôme, il fallait faire énormément d'heures. Toutes signées, tamponnées. Je dis, je ne pouvais pas inventer des choses, mais je pouvais les prendre où je voulais, si tu veux. Moyennant quand même un cours de base, on est bien d'accord, mais voilà. Mais comme moi j'étais cantonnée à Genève, parce que j'avais mon cabinet à temps plein et mes 3 enfants ados, je pouvais pas aller où je voulais, et donc je prenais ce qui se présentait sur Genève. Alors, pendant cette formation de psychosomatique, on devait avoir aussi de la supervision avec plusieurs médecins. On était ensemble avec un superviseur. Et ce superviseur, lui, il organisait des stages de formation sur les week-ends. Et là, il nous a dit, écoutez, ce week-end, je vous propose de vous inscrire parce que là, on va avoir quelque chose de très intéressant. On a la doctoresse Anne Bannister de Londres qui va venir nous parler de son travail avec les jeunes filles violées. Elle a passé toute sa vie à s'occuper des jeunes filles violées. Moi j'y suis allée. Alors moi j'y suis allée pour faire des heures, tu vois, je n'avais aucune idée. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en médecine, on n'a jamais eu une seule heure sur ce sujet. C'est-à-dire c'est un non-sujet. Et j'en ai parlé avec
ma nouvelle médecin généraliste. Savoir si c'est toujours le cas. Elle a peut-être 45 ans maintenant, Ouais. si tu veux. Et puis je lui ai dit, mais comment c'est maintenant? Elle me dit, mais toujours rien. Ah ouais. Alors, ça veut dire qu'aucun médecin ne sait poser un diagnostic, ne sait le traiter, voilà. Et les patients arrivent souvent chez les médecins, donc le lien entre la problématique abusive et les symptômes n'est jamais fait. Alors, je vais te dire un truc, moi, côté cabinet, j'ai envie de te dire, c'est pas mieux côté de la police, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ça, clairement. Ouais. Bon, c'est vraiment un sujet tabou. Ouais. Alors, il faut quand même comprendre que moi, ce que je te raconte maintenant, c'était dans les années 2000. D'accord. Et c'était bien avant MeToo. Hein? Ouais. Et donc, moi, j'avais l'impression de hurler dans le désert, parce que quand je suis allée à cette formation du week-end imprévu, la dame, dans les 3 minutes, elle nous a dit que, en tout cas, 3 enfants sur 10 subissaient un abus sexuel au moins une fois dans leur vie. Ouais. Et ça c'était il y a 25 ans, mais je te dis que je mais pense les chiffres n'ont pas bougé. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus que 3. Ouais. Mais bon, à l'époque, on arrivait à dire ça. Et là, moi, les chaussettes m'en sont tombées. Ouais. Parce que j'avais jamais entendu ça. C'était pour moi des situations anecdotiques. Et au moment où elle a dit 3 enfants sur 10, moi, j'ai vu les classes de mes enfants, où ils étaient 20 dans chaque classe. Et je me suis dit, OK, donc il y en a 6. Oui, c'est ça, on fait des projections avec les notes. Et je ne sais pas qui c'est, tu vois, c'est absolument impossible. Donc, j'ai compris tout de suite l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence. Et puis, après, j'ai vu mes 2000 patients, tu vois, dans ma clientèle. Et puis, je me suis dit, mais attends, j'en ai forcément. C'est lesquels? Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, là, j'en avais qu'une. Et je me suis dit, bon, bah alors, soit la dame, elle raconte n'importe quoi, soit je suis vraiment complètement à côté du problème. Ce qui fait que le lundi, j'ai posé des questions à tous ceux qui n'allaient pas, puis ils étaient tous là. Ils m'ont tous dit oui. Et il y en avait qui me disaient, mais notamment une, je me souviens, elle a dit, chaque fois que je viens, je me dis, je vais lui dire, et chaque fois que je pars, je ne peux pas oser, etc. Et des symptômes liés à la sexualité ou pas du tout? Ou en tout cas... Alors, à la sexualité, mais beaucoup à toute la zone génitale. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, la sphère gynéco, quoi. Ouais. Oui, gynéco, mais aussi les hommes. Attention, parce qu'il y a 3 filles sur 10. Bon, maintenant, je te dis, je pense que c'est beaucoup plus, mais en tout cas, aussi un garçon sur 10. Et oui, c'est bien. Voilà, et les hommes ont aussi des problématiques. Après, on pourra parler de quelles problématiques ce sont. Mais disons que à la même période, quand je te parle de synchronicité ou de synchronisation, c'est qu'à la même période, donc j'ai eu cette formation spécialisée, là, j'ai ouvert la boîte de Pandore, et puis après, je ne sais plus quoi faire avec ça. Donc, j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je me débrouille très vite pour développer une méthode, parce que mes collègues psychiatres n'étaient pas mieux formés que moi, et de toute façon, j'avais trop de clients que je pouvais pas, je vais me débrouiller moi-même, donc j'étais un peu dans l'urgence. Et puis, en même temps, de nouveau, je suis tombée sur le livre du professeur Ghislain Devreux, à qui j'ai d'ailleurs dédié mon bouquin, qui est un homme qui a changé complètement ma vie professionnelle. Je veux dire, moi, et quand j'ai lu son bouquin, j'ai tout compris, quoi. Tout à coup, je voyais tout se dérouler devant mes yeux avec les patients. Et donc, lui, ce professeur québécois, Ghislain Devreux, était donc un professeur de chirurgie colorectale. Donc, il passait son temps à couper des bouts de côlon ou de rectum, qui étaient malades. C'était ça son travail. Et il enseignait aussi à l'université. Mais contrairement aux autres chirurgiens qui sont plutôt un peu des mécaniciens, lui, il parlait avec ses patients avant de les opérer. Et puis, il a observé qu'ils avaient en grande majorité tous subi des abus sexuels. Alors, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et donc là, il s'est souvenu de ses cours d'embryologie où... moi aussi, j'avais appris, évidemment, mais sans jamais faire le titre. À 6 semaines, l'embryon a une petite membrane, mais minuscule, pluripotentielle, c'est-à-dire qu'il peut donner plusieurs systèmes de cellules, qui s'appelle le cloaque.
et que à partir de cette petite membrane vont se former les 3 systèmes urogénitaux dans le petit bassin, urinaire, vaginal pour la femme et puis rectal aussi pour les hommes. Donc voilà, et que il y a donc vu que c'est la même origine, la mémoire du corps est la même pour ces 3 systèmes, ce qui fait que en fait le corps peut interchanger les symptômes et toujours dire la même chose puisque son origine embryologique est la même. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Donc, j'ai vu, effectivement, dans ma patientèle, que chaque fois que je donnais un médicament pour les cystites à répétition, ça passait sur le vagin, après, on donnait un truc contre les mycoses, je sais pas, ça se déplaçait, sur les diarrhées, des constipations, après, ça revenait sur la vessie. Ça changeait tout le temps. Ouais. Parce que, en fait, le corps disait toujours la même chose. Il cherchait à parler, voilà. C'est ça. Il disait, j'ai un problème d'abus. Ouais. Mais cette information, je ne l'ai pas comprise sur le moment. J'ai compris plus tard parce que moi, pendant mes années d'hôpital, j'ai fait de l'alcoolologie et je me disais toujours, mais pourquoi mes patients rechutent tous? Parce que on leur donne tout, on essaye de tout reconstruire. Chaque fois, ils recassent le truc. Enfin, c'était très, très bizarre. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était en fait un langage codé. Des actes manqués répétitifs, si tu veux, qui disaient j'ai un problème d'abus, j'ai un problème d'abus, j'ai un problème d'abus, et donc j'abuse. Et donc j'ai compris que le corps exprimait via des symptômes, via des maladies, mais aussi via des comportements, la problématique de base qui est celle des abus. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée, tu vois, dans ce domaine. Puis après, après, tu as élargi largement. J'ai élargi. Et puis après, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les abus sexuels. Il y avait aussi les maltraitances physiques. Donc, les gens, la mémoire du corps, elle enregistre aussi tous les coups qu'on a reçus, toutes les violences verbales et tout ça. Et après, j'ai compris qu'il y avait aussi des abus émotionnels. Et donc, c'est comme ça que j'ai fini par écrire mon livre « Sommes-nous tous des abusés ?» parce que c'était finalement toujours la phrase que tous mes patients finissaient par me dire quand je leur expliquais des trucs, ils disaient mais finalement on est tous des abusés. Et c'est comme ça que ça arrive. Avec le jeu de mots, des abusés ou pas? Oui, exactement. Alors voilà. D'accord. Alors bon, évidemment, tu as répondu à pas mal de questions que je me posais. Comment tu as développé cette approche? Tu as déjà parlé de ce premier module, de cette spécialité, etc. Je sais qu'il y a pas mal de chercheurs autour des liens entre les émotions, l'inconscient, les maladies. Je pense à Hammer, qui, de mon point de vue, mais je me trompe peut-être, c'était déjà un pionnier. Il y a eu Claude Sabat, il y a eu Flech, il y a eu Odoul, il y a eu Jacques Martel et j'en passe, mon mari, évidemment. Ta vision, elle repose sur leur base ou pas du tout? Tu as travaillé aussi avec eux un peu? Non, je n'ai pas tellement connu. Moi, en fait, tout est parti de l'observation. D'accord. Parce que, moi, j'avais des patients là, H24, oui, bien sûr. H8 ou 9 sur tous les jours. Ouais. Et j'avais des problèmes immédiats à devoir résoudre, tu vois. Donc là, moi, parce que là, quand j'ai compris qu'ils avaient des problématiques émotionnelles. Alors d'abord, je les ai fait travailler en hypnose, parce que je me suis dépêchée de me former tout ce que je pouvais, quoi. Donc, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EMDR, etc. Et puis, alors, c'était pas mal, déjà, mais ça suffisait pas. Et j'ai assisté, je faisais aussi du psychodrame. D'accord. Et un jour, j'ai tout compris. Alors, tu peux rappeler vite fait pour nos auditeurs. Je m'excuse de dire ça. Non, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le psychodrame pour toi, comment tu le définis? Oui, alors là, c'était donc le psychodrame de Moreno, d'accord? Parce qu'il y a aussi le psychodrame analytique, mais j'ai fait le psychodrame de Moreno, où en fait, c'est donc un groupe, évidemment. Des gens qui incarnent, c'est une forme de constellation. Et puis après, tu as un endroit qui s'appelle la scène, où tu vas avoir des protagonistes qui vont jouer, donc le rôle du père ou de la mère. Voilà, parce que en fait, c'est un peu le contraire de la psychothérapie où on dit dis-moi qu'est-ce qui va pas. Oui. Dans le psychodrame, on dit montre-moi ce qui va pas. Donc en fait, quelqu'un va avoir un problème à régler, il va se mettre sur la scène et il va choisir telle personne pour être le père, telle personne pour être le chien. Ça rejoint les constellations familiales.
Ouais, ça rejoint un peu, ouais, quand même. Et je me souviens une fois, on a vraiment rigolé parce que la dame, elle disait, moi, je suis le spaghetti qu'on a jeté sur le capot. Bon, enfin, il y a des moments comme ça, marrants. Et donc, là, il y a eu un cours de psychodrame, donc un week-end de psychodrame avec Marcia Karp, qui est une des grandes psychodramatistes anglaises. D'accord. Et donc, on était en groupe, on était 13 ou 14, je sais plus. Et donc, tout le monde y passait au fur et à mesure avec ses problématiques. Et on avait un jeune psychologue qui était le plus hermétique de tous, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui passait. Ouais. Et elle a eu l'intelligence, moi je sais pas comment on a trouvé ça, mais moi, du coup, ça m'a tout ouvert. Elle nous a fait faire un cercle extrêmement serré. Donc, on était collés les uns contre les autres. On se tenait, tu vois, autour du bassin. Il n'y avait plus aucun espace entre nous. Et elle a mis le psychologue au milieu, quoi. Ah ouais. Et elle lui a dit, alors, mais il était à genoux, je sais pas quoi, il était par terre, là. Elle dit, maintenant, tu sors de ce cercle. Tu te débrouilles pour sortir de ce cercle. Et ça a duré un quart d'heure où il s'est battu. Il n'arrivait pas à sortir. Et en fait, il a dû enclencher tous ses muscles, toute sa force. Il a dû changer, mais je sais pas, toute une dynamique intérieure avec les muscles. Et tout à coup, il a réussi à prendre la force suffisante pour faire une faille. Il est sorti et là, il s'est mis à pleurer. Wow. Toutes les larmes de son corps. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait absolument faire bouger les gens. Ouais, bien sûr. Ça suffisait pas, la psychothérapie ne suffisait pas. Donc ça a été mais vraiment la révélation. Il y a eu la prise de conscience avec De Vrede, et puis il y a eu l'autre prise de conscience avec Marcia Karp, avec ces trucs-là. Ouais. Et là, j'ai tout de suite compris. Ouais, donc j'ai compris qu'il fallait, dans toute thérapie émotionnelle, OK, donc, alors, je dis en deux mots, je les mets dans un état de conscience modifié avec le raccord, bien sûr, via la visualisation. On crée une safe place pour débrancher le mental, parce qu'on ne peut pas travailler avec le mental. Et puis après, on va laisser arriver ce qu'il y a besoin, soit une émotion, soit une sensation, soit une image, soit un souvenir, soit une personne, enfin c'est égal. Et on va suivre un peu le fil. Moi, je ne dirige pas, je guide. Et à un certain moment, je vais demander à la personne, mais là, maintenant, dans votre corps, vous sentez quoi? Et donc, elle va dire, ça me serre, ça c'est lourd. Ou classique, ça me serre la gorge, j'ai un poids. Là, je vais lui faire un geste qui répond exactement à ce que vient de me dire, tu vois. Donc, si c'est lourd, il va falloir lâcher des trucs lourds, mais on le fait vraiment. Imagination. Ouais. Donc, j'ai des livres, j'ai des poids, j'ai des journaux à déchirer, j'ai des trucs comme ça, et on va vraiment faire le geste. Et si je pousse à l'extrême cette explication, justement avec les gens qui ont subi des viols, tu vois, qui sont quand même malheureusement assez fréquents. Alors il faut savoir que la scène du viol, c'est jamais la première scène d'une thérapie, hein, ça vient après 6 mois, enfin je sais pas, on laisse arriver. Mais quand c'est la scène du viol, où la personne a été sidérée, elle n'a plus pu bouger, elle n'a plus pu rien dire, elle n'a plus pu se défendre, tellement elle a eu peur, elle était blessée, elle était terrorisée. Donc elle a enregistré la sidération. Donc son corps s'est bloqué dans cette non-émotion, si tu veux, parce que ça fait aussi partie du réflexe de survie. Hein. Bien sûr. Il y a fight, mais il y a aussi ne pas bouger. T'en parles beaucoup d'ailleurs dans le livre. Ouais, voilà. Et donc, la sidération, donc elle a enregistré la sidération, et dorénavant, elle est sidérée tout le temps. Dans toutes les situations de la vie, elle ne se défend pas, elle se laisse faire, elle devient une victime. Enfin, il y a tout ce puis le mécanisme de la je suis en train de chercher, dissociation du corps, en fait. Oui, voilà, exactement, la dissociation. Et à ce moment-là, quand on va faire cette séance sur le viol, il va falloir lui changer sa mémoire du corps. Parce que sa mémoire du corps, c'est « je ne bouge pas ». Et là, il va falloir qu'elle bouge. Il va falloir qu'elle se défende. Il va falloir, à la limite, qu'elle tue son Et donc, c'est très, très, très physique. Hein. Bien sûr. On n'imagine pas le truc. Hein. C'est vraiment c'est extrêmement fort. Et là, je regarde toujours sur son
son langage non verbal, à quel moment il y a la détente complète. Tout à coup, ça fait bouf, et puis tout a lâché. Et c'est magique. Et donc, une seule séance qui est faite avec précaution, en n'allant pas trop vite. Il faut vraiment pas vouloir tout de suite commencer par taper sur un truc dans les 5 minutes. Il faut vraiment accompagner la personne, être toujours dans le bon timing. Mais je ne termine jamais la séance avant que tout ait lâché. Ouais. Et quand les gens me disent « Oh non, ça va », j'ai dit « Ah non, ça va pas du tout. Ouais. » Donc, c'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui reste encore croché? Et on va jusqu'au bout. Et quand on tout à coup, on voit ça fait tac, ça, il y a tout qui lâche, tout se descend. Et là, c'est instantanément terminé. C'est vraiment de l'informatique. C'est-à-dire, on a fait de la déprogrammation, reprogrammation. On a enlevé les fichiers pourris, on a nettoyé le disque dur. Enfin, c'est absolument fabuleux. Mais il faut un petit peu avoir du savoir-faire, quoi. Donc moi, j'ai appris au fur et à mesure. Et pour répondre à ta question d'avant, moi, je me fiais en fait à mes effets thérapeutiques. C'est-à-dire, j'essayais un truc, la fois d'après, je regardais comment allait le patient. S'il m'en parlait plus, c'est qu'il avait réglé le problème. S'il revenait dessus, c'était peut-être pas réglé. Et donc, j'ai développé comme ça, en fait, sur le terrain, si tu veux. Tu vois, je suis une femme de terrain, de comment c'est efficace. Alors, on va revenir au monde des émotions. Cornélia, on fait une courte pause musicale. On se retrouve juste après. À tout de suite. D'accord. Et pour cette émission Ambre, je vous propose de découvrir le morceau It's Morning John du Celtic Social Club, actuellement en programmation dans la playlist Inclassable de Radio Association. On est sur Radio Asso 100.7 dans mon émission Un temps pour soi et on accueille Cornélia qui est toujours avec nous pour nous parler de son dernier livre extraordinaire Décodons l'origine de nos maladies pour mieux guérir
aux éditions Très Daniel. On parlait donc du psychodrame que j'assimilais un peu aux constellations. Il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, j'ai interviewé Elisabeth Horowitz qui parle beaucoup des actes, tu sais, qu'on pose souvent quand on travaille en psychogénéalogie. Ouais. Et elle a mentionné dans son livre un thérapeute, Jeffrey Zeck, qui avait conseillé à une patiente qui était déprimée parce que son mari l'avait trompée du jour au lendemain, était parti avec la voisine. Et lui a conseillé, parce qu'elle était vraiment dévastée par cette trahison, de placer une grosse boule noire en acier dans son sac, donc vraiment le principe du poids, tu vois, qui était très lourd, parce qu'il disait, parler d'un problème, ce que tu disais juste avant, parler d'un problème c'est une chose, mais le sous-peser chaque jour en masse, c'en est une autre, qui est beaucoup plus réelle. Ouais. Et donc lui, il disait de choisir un seul et unique objet, ça peut être, une haltère de 5 kg, 10 kg, ça dépend évidemment de la corpulence de la personne, et d'inscrire sur la masse un post-it, tu vois, avec l'intitulé du problème, sur lequel on souhaite trouver une solution. Et au départ, il faut que la sensation elle soit vraiment pénible, et puis graduellement, en fonction du nombre de jours qu'on s'est imposé, tu vois, de diminuer vraiment ce poids jusqu'à finir par l'enterrer et aller poser, tu vois, un arbuste ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé que symboliquement, c'était pas mal, parce que moi je suis très comme toi, je suis très thérapie psychocorporelle. Moi j'ai commencé, premier travail, j'avais 13 ans, et je me souviens, c'était une psychanalyste, alors on commençait évidemment pas une psychanalyse à 13 ans, mais je travaillais en psychothérapie, elle a fini par me dire, il va falloir vous tourner vers une autre approche parce que vous déplacez sans arrêt les symptômes, et je déplaçais sans arrêt les symptômes. Donc moi ton livre, il m'a énormément parlé, et quand t'expliques toutes les thérapies que t'as testées avant d'aller dans le psychocorporel, ça m'a évidemment énormément parlé. Alors, ce qui m'a interrogée un petit peu, c'est... t'expliques qu'il y a certaines pathologies qui sont liées évidemment à des conflits qui ne sont pas résolus. Comment se manifeste ce lien en fait entre le psychisme, le corps? Comment on peut changer ce lien? Donc là, via l'émotion. Parce qu'en fait, là, il faut revenir donc à la différence entre le mental et l'émotionnel, parce que les gens ils mélangent régulièrement le truc. Ouais. Le mental, c'est vraiment le résultat de notre neurologie, c'est-à-dire de notre cerveau, de nos neurones qui s'envoient des connexions, qui réfléchissent, qui analysent, qui programment, qui font des liens, des machins comme ça. Donc c'est très très mental. On est donc dans la réflexion. Et donc la réflexion est incompatible avec l'émotion. Parce que l'émotion, c'est justement le contraire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapies qui ne fonctionnent pas, parce que sans se rendre compte, on reste dans le mental, notamment quand on fait raconter des choses aux gens. Quand on raconte, on est dans le mental, on se souvient, on raconte des trucs et ça ne lâche pas du tout. Et donc il faut complètement court-circuiter le mental. Alors moi, en général, excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse, quand on a allumé le mental, on n'arrive plus à faire de l'émotionnel, parce qu'il est trop fort. Donc, quand les gens viennent au début, qu'on va faire une prise en charge, je leur dis, alors, écoutez, on va faire comme ça, on fait, on va toujours faire la séance que vous avez besoin. Peut-être des fois, vous avez vraiment besoin de parler, d'élaborer, de comprendre, de mettre des mots sur des mots, etc. Donc, on va passer 1 heure ou 1 heure et demie à parler. Et si vous avez besoin de faire la thérapie émotionnelle, on va commencer tout de suite. Parce que dès qu'on commence à réfléchir, on peut plus. Le mental, il revient tout le temps. Donc, quand les gens viennent, je leur dis, vous voulez quoi aujourd'hui? Vous avez besoin de parler, parce que peut-être qu'ils sont passés des trucs dans la semaine qui a suivi, précédée, ou non, et ils disent, non, aujourd'hui, je suis pas émotionnelle. Je dis, OK. Et on ne sait jamais sur quoi tu vas tomber. Travailler. Ouais. Tu vois, on laisse arriver. Donc, je dis en général aux gens pour rigoler, je dis, le mental, maintenant, vous le laissez à la porte. Vous le reprenez en sortant, mais là, il n'est pas invité. Ouais. Et que chaque fois que vous allez me dire, je pense, je crois, que machin, je dis stop, arrêtez de réfléchir, vous sentez quoi? Parce que je pense, déjà, on est dans le mental. Donc, au début, dans les premières séances, on a souvent un peu de mental qui s'en mêle. Au fur et à mesure, les gens, ils arrivent à le laisser de côté. Et donc, pour revenir donc à la définition de la différence, si tu veux, donc le mental, c'est neurologique, ça se passe dans les neurones, dans la réflexion, et l'émotion, elle est psychosomatique. Ouais. C'est-à-dire, il y a la prise de conscience qui se fait dans le mental, mais tout de suite, ça descend dans le corps, et je me suis basée sur ça, sur une définition donnée par le professeur Scherer de la faculté de psycho de Genève, qui disait, comme définition,
Les émotions sont des manifestations psychosomatiques pour nous aider à nous adapter à des situations qui changent tout le temps. Ah oui, j'avais beaucoup aimé Et cette donc, définition. c'est ça l'importance. L'émotion, elle est psychosomatique. C'est pour ça que le traitement, il doit être psychosomatique. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir l'approche corporelle aussi et pas juste la psychothérapie. Alors, je ne suis pas en train de dire que la psychothérapie n'est pas bien, je pense qu'elle est importante, mais elle ne suffit pas. Pour déprogrammer des gros traumatismes, ça ne suffit pas. Donc, il faut vraiment changer la mémoire du corps et ça va se faire par une approche émotionnelle. Tout à fait, oui. Alors, comment tu différencies, est-ce que tu peux différencier d'ailleurs un trouble strictement physiologique d'un trouble ayant une composante émotionnelle, ou est-ce qu'on peut considérer que n'importe quel trouble a une composante émotionnelle et donc un message à faire passer, y compris une fracture? Non, parce que je le dis un petit peu au début très rapidement, il y a quand même des maladies qui ne sont pas émotionnelles. C'est pour ça que je viens de chercher, parce que c'est ce que tu dis. Moi, j'ai toujours pensé qu'au contraire, il n'y avait pas de hasard et que si le corps, y compris une fracture, il te lâche, tu vois, à un moment donné, c'est une invitation à te poser. Oui, ça oui. Mais je veux dire, par exemple, si tu as un empoisonnement, tu as mangé un truc à l'arsenic que tu ne savais pas, tu vas avoir un empoisonnement. S'il y a une irradiation nucléaire, tu n'as rien fait pour ça non plus, tu le ramasses aussi. Enfin, il y a quand même des choses comme ça. Il y a toutes les maladies génétiques où malheureusement tu as un chromosome qui ne va pas et où tu vas développer des maladies génétiques. Donc il y a quand même des causes. Mais le génétique, tu n'irais pas chercher en transgénérationnel, le génétique? Peut-être, mais bon, après, le problème, c'est que quand c'est inscrit dans la génétique, c'est très compliqué que ça s'exprime pas. Alors bon, je pense qu'on pourrait faire que ça s'exprime plus ou moins, ou etc., mais encore faut-il le savoir, tu vois, parce que des fois, on découvre des maladies génétiques quand les gens ils ont 20 ou 30 ans, puis on savait même pas qu'ils étaient porteurs du truc. Donc, tout à fait. Il y a quand même, là, moi, j'irais pas psychogénéaliser tout ça. En sachant que la psychogénéalogie, c'est tous les jours chez moi. Donc, mais je crois qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas être des ayatollahs de la psychosomatique. Il faut qu'on arrive quand même à savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas psychosomatiques et que, par exemple, quand on prend les grandes épidémies, alors oui, il y a une part psychique, bien sûr, parce qu'il y a la peur. Mais tu vois, si on regarde les épidémies chez les oiseaux, les poulets, les canards, tout ça, ils chopent quand même les maladies. Donc, il y a un moment où il faut quand même dire, tout n'est pas psychosomatique. Mais après, chez nous, les humains, comme on a notre émotionnel et surtout tout notre système avec les peurs qui se rajoutent, évidemment, alors là, on est beaucoup là-dedans, tu vois. Et puis, pour reprendre l'exemple que tu donnais, avec les actes manqués, notamment les accidents, bien sûr, ce sont des actes manqués. Et pourquoi le corps il fait des actes manqués? Ou pourquoi il dit des lapsus? C'est quand on n'est pas en mesure d'être en connexion avec notre personne profonde et notre inconscient, eh bien, il court-circuite notre système mental, notre prise de conscience qui ne se fait pas, nous faisons faire des actes manqués ou en nous faisant dire exactement ce qu'on ne voulait pas. C'est hyper intelligent. Après, il faut encore les écouter, il faut les entendre. Et puis souvent, les patients, ils les annulent. Tu vois, complètement. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ils disent ma mère à la place de ma femme. Après, ils disent non, je ne vais pas dire ça, je vais pas dire ma femme. Oui, mais vous avez dit ma mère. Donc, en fait, voilà. Donc, il y a ce truc-là. Mais non, c'est très intelligent. Et je pense qu'il faut vraiment, nous, les thérapeutes, qu'on écoute. Mais après, il faut le faire avec beaucoup de prudence, en se disant, mais là, quand même, vous avez dit ce mot, est-ce que ça correspond à quelque chose? Il faut y aller doucement, parce que je dis, le lapsus! Ça risque de vexer un peu, monsieur. C'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de patients dont la guérison a été accélérée après une prise de conscience émotionnelle? J'aime bien prendre mon exemple le plus typique. Je crois que j'ai dû l'écrire dans le livre, mais je vais le redire parce que ça, c'est vraiment... il aurait fallu filmer cette séance. C'est la séance la plus puissante que j'ai jamais eue parce que j'ai quand même à mon actif des milliers de séances de thérapie émotionnelle, je sais pas combien, mais enfin, là, celle-là, elle sort de tout, quoi.
Alors, si tu es d'accord, je te la raconte. Ah bah avec plaisir. Elle nous permet vraiment. Bah puis on parle jamais mieux que de soi. Hein. Ouais, voilà. Et donc, mais là, c'était pas moi, c'était moi la thérapeute, hein, mais je raconte vraiment l'histoire d'une patiente. Alors, cette patiente, une dame de 35 ans à peu près, qui venait me voir déjà à plusieurs reprises, donc on avait déjà fait avec elle des thérapies émotionnelles sur divers sujets, tu vois, donc elle connaissait, hein. Et donc, elle arrive un jour, mais dans un état, mais elle avait les yeux qui étaient rouges, écarlates, le nez qui coulait, elle toussait, elle crachait, elle avait mal aux oreilles, elle était rouge pivoine, enfin, c'était épouvantable, elle pouvait pas placer un mot, soit parce qu'elle toussait, soit parce qu'elle éternuait, enfin, j'ai jamais vu un truc pareil, et elle n'avait jamais été dans cet état-là. Alors, je me suis dit, c'est mercredi, là, ça m'a tellement frappé, je me suis dit, c'est mercredi. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, mais j'ai le rhume des foins. J'ai dit, oui, sauf que là, on est au mois de novembre. Elle dit, ah ouais. Je dis, donc c'est pas le rhume des foins. Elle me dit, non. Je dis, c'est quoi? Je sais pas. Voilà. Et là, donc elle savait pas. Et donc le corps, il a dû crier très fort parce qu'en fait, elle comprenait pas. J'ai dit, mais il s'est passé quelque chose. Elle me dit, mais je vous assure, il ne s'est rien passé. Et on en a eu pour un quart d'heure à essayer de comprendre. J'ai dit, mais il s'est passé quelque chose. Vous avez juste pas compris, il s'est passé quelque chose. Alors, on va reprendre parce qu'il faut qu'on comprenne à quel moment ça a commencé. Donc quoi, je recommence. Alors, mercredi passé. Ah ben non, il n'y avait rien. Ok, jeudi, vendredi, samedi. On a fini par comprendre que ça a commencé le dimanche. Alors j'ai dit dimanche matin ou dimanche après-midi? Elle me dit dimanche après-midi, parce qu'elle arrivait à avoir des repères pour savoir que dimanche matin, il n'y avait rien. Dimanche après-midi. Je dis ok, alors qu'est-ce qui s'est passé dimanche après-midi? Elle me dit rien. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais il faisait juste pas capter. Alors vous étiez où? Il s'est passé quoi? Donc j'ai dit un quart d'heure d'investigation policière pour essayer de comprendre. Et puis donc elle était avec une copine. Elle buvait un café avec une copine. Donc etc. Donc et à force d'insister, je dis, mais il s'est passé quoi avec cette copine? Non, mais rien. Pour finir, elle dit, ouais, elle a juste dit bah. Donc, en fait, une mini-phrase de rien du tout, tu vois, qui a passé inaperçue, mais qui, malheureusement, est allée appuyer sur un oui. Et en fait, j'ai dit, bon, écoutez, on va tout de suite faire de la thérapie émotionnelle, et puis on va démonter ce truc, on verra bien, on comprendra après. Elle me dit, d'accord. Donc, voilà, comme d'habitude, mise en état de conscience modifiée, etc. J'ai dit, alors, la phrase, là, voilà, ça vous rappelle quoi? Et donc, voilà, et ça lui rappelle tel truc. Ok. Alors, il s'est passé quoi? Donc, thérapie émotionnelle, on enclenche le corps, enfin, comme je viens d'expliquer avant. Et elle dit, oh, mais ça me rappelle ça. Et donc, on arrive sur un autre problème. Et on arrive sur un autre problème. Je crois qu'on a eu 5 problèmes. Et oui, tu as été arraché la racine, quoi. Les uns après les autres. Chaque fois qu'on en résolvait un, ça amenait sur l'autre. Et oui. Et Anne Schutzenberg, avec laquelle j'avais fait une formation, elle appelait ça le point de Capiton. Elle dit qu'avec une aiguille que qu'on fait, on fait des coussins matelassés, choses comme ça, on prend toutes les couches avec la même aiguille et on tire juste en fil et on traite toutes les couches en même temps. Ah, j'aime bien l'image. Ouais, c'est génial. Alors, c'est le point de Capiton. Et donc, on a tout traité en 3 quarts d'heure, tu vois. Génial. Et à la fin, il y avait plus rien. Ah ouais. Et moi, au fur et à mesure, parce que tu la voyais changer de visage, je la voyais changer, je la voyais décolorer, et j'y croyais pas. Et je me suis toujours dit, il aurait fallu filmer, mais encore on nous aurait dit. On n'aurait pas cru, quoi. Non, mais c'est le bel exemple. Là, tu travailles comme un kinésio quand tu fais ça, qui va chercher tous les âges de la meilleure compréhension, dans l'idéal, en arrachant la racine, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que quand on a compris le message, le corps, il a plus besoin de manifester son symptôme. Ouais. C'est ce que j'explique finalement dans mon livre, en disant la maladie n'est pas une cause, elle est un résultat. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est l'autre gros problème en médecine, donc on va dire traditionnelle universitaire, c'est qu'en fait, on pose un diagnostic sur les symptômes. Et si on prend par exemple l'exemple du cancer, qui est quand même un résultat, la maladie du siècle, avec beaucoup de la maladie du siècle, mais aussi avec beaucoup de symptômes différents, de problématiques différentes.
Eh ben, la médecine, elle fait quoi? Elle prend tous les symptômes, elle fait des examens de sang, elle fait des examens radiologiques, et puis elle dit, voilà, c'est un cancer. Tel grade, machin, etc. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Attention, parce que non, puis la manière de l'amener, toujours pareil, voilà, souvent, on a l'impression d'être condamné, quoi. Voilà, je ne renie pas la médecine que j'ai appris. Je suis très contente Bien d'avoir sûr. appris parce que ça me donne une base qui m'évite de m'envoler dans des fabulations, des imaginaires, des trucs comme ça. Mais, alors la médecine, donc elle dit, voilà, donc là, on a un cancer du pancréas. Disons, voilà. Alors maintenant, le traitement, ça va être ça. Voilà. Et on met de côté les émotions, on reste avec ça. Mais aucun médecin, jamais, me dit, OK, on a un cancer, mais maintenant, pourquoi ce cancer? À part le professeur Gisela de... Ouais, non, je trouve qu'on y vient, tu sais, on en vient avec les médecins qui travaillent, tu vois, main dans la main avec des gens comme nous, hein, spécialistes en thérapie brève, ou qui conseillent quand même d'aller regarder un peu l'aspect émotionnel, quoi. Oui, et heureusement qu'il y en a quelques-uns, mais ce que je veux dire, c'est que ça... C'est leur démarche personnelle. Là. Ça n'est pas enseigné. Non. Donc, la majorité des médecins n'ont jamais cette démarche. Je pose pas la question. Je relisais dernièrement mon maître spirituel, qui est Wayne Dyer. Mais vraiment, je peux pas mettre plus haut que Wayne Dyer. J'ai appris avec lui. C'est un psychologue qui est devenu maître spirituel, mais tellement profond, tellement... Et puis qui, à la fin de sa vie, a fait une leucémie, machin, etc. Oui. Et où il, pendant une page entière, il se pose toutes sortes de questions, tu vois. Donc là, toutes les questions, et il se pose pas la question de quelle émotion j'ai reçue de travers, et il l'a pas posée. Et j'ai dit, mais mince, même Wayne, il n'a pas compris ça. Et donc, en fait, la réponse, c'était qu'il s'est fait plaquer par sa femme, alors qu'il s'y attendait pas du tout. Il n'a jamais pu accepter ça, mais on comprend, hein, il y a pas de souci, mais il y aurait eu besoin qu'il puisse le mettre en lien. Et en fait, sur toute la page, il y a au moins 15 questions, et cette question principale, elle n'est pas posée, tu vois, même par quelqu'un de très... c'est souvent... Et regarde, je relisais hier. Tu sais, les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. J'avais besoin de relire hier Guy Corneau, ou de Guy Corneau, d'accord, qui, voilà, que à peu près tout le monde connaît. Mais, en fait, il a eu une rectocolite ulcéro-hémorragique toute sa vie. Donc, je te dis... au niveau... oui, donc, tu peux imaginer, d'accord, parce qu'on ne fait pas une rectocolite ulcéro-hémorragique aussi comme grave qu'il n'a pas eu des abus. Donc, ça n'est jamais sorti, d'accord. Et il est mort d'une maladie auto-immune gravissime en 3 jours qui lui a détruit le cœur. Et là aussi, il n'avait pas compris le lien entre sa problématique avec la paternité. Donc en fait, parce que en fait, il a juste parce que j'ai beaucoup creusé ça. Moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi Guy Corneau était mort aussi de manière aussi violente après quand même avoir pu réussir à se guérir dans lymphome stade 4. Mais c'est tellement énorme. Et comment il n'a pas guéri de la rectocolite ulcéro-hémorragique et comment il n'a pas guéri comment il est tombé dans cette maladie auto-immune qui l'a tué. C'est un problème de paternité. Donc, il a expliqué toute sa vie qu'il avait eu un très, très gros problème avec son père. Donc, ça, il l'a jamais nié. Mais qui lui permettait pas, en fait, de devenir père lui-même. Et à 50 ans, il est devenu père. Donc, en fait, il a accepté sa paternité. Donc, il était très fier de son enfant, comment ça s'appelait. Et un jour, il a appris, après quelques années, que finalement, c'était pas lui le père, tu vois. Et là, c'était le truc de trop. Je connaissais pas son histoire, tu vois. Ah ouais, c'était le truc de trop, c'était insupportable. Donc en fait, voilà, son cœur a lâché. Ah oui, d'accord. Et tu vois qu'il y a des gens comme ça qui sont des psys, qui sont des gens qui sont là-dedans tous les jours et qui n'arrivent pas à faire le lien non plus. Ouais, en même temps, quand on est super empathe, et je pense qu'il y avait une telle sensibilité, sur pareil. Ouais. Devant l'abondance d'informations très intéressantes que le docteur Cornelia Gauthier était disposé à nous donner, nous n'avons eu d'autre choix que de couper cette émission en 2. Nous nous retrouverons donc dans 2 semaines.
pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience.